Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. Alors, 3 sujets, 4 invités, dont de nouveaux. Alors, je vais commencer par les invités. Premier invité, Gérard Bardy. Et je vais revenir sur vous, Gérard, parce que vous avez un bouquin dont on va dire quelque chose brièvement. Alain Baron, bonjour, vous êtes nouveau aussi. Hilaire de Crémier, c'est l'institution. Oui, et Thomas White. Bonjour Thomas. Bonjour Franck. Je reviens sur vous, Gérard. Gérard, vous êtes un auteur prolifique. Vous en avez écrit des livres, une douzaine, c'est ça? Oui, 12, oui. 6 sur le général de Gaulle? Oui. Ok, donc vous êtes un des spécialistes du général de Gaulle. Oui, et membre de la Fondation Charles de Gaulle. J'appartiens même à la convention de la Fondation Charles de Gaulle. Excellent, très bien. J'ai visité la Boisserie il n'y a pas si longtemps, c'était très intéressant. Mais je ne suis pas là pour parler de moi, je suis là aussi pour parler de Gérard Bardy, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les combattantes de l'info », qui est sur cette nouvelle génération de journalistes qui sont des femmes et qui posent leur voix de manière un petit peu différente. J'en cite certaines, Eugénie Bastier, Charlotte Dornelas, Christine Kelly, Elisabeth Lévy, Sonia Mabrouk, Natacha Polony, j'en ai oublié. Voilà, merci d'être là et je vous dis ça, c'est aux éditions Télémac. Allez, on commence sur l'émission. L'émission, c'est 3 sujets. Un premier sujet, c'est Emmanuel Macron a pris la parole hier, événement exceptionnel, à travers une conférence de presse de 2 heures, sur laquelle on va revenir. Deuxième sujet, le nouvel gouvernement, Gabriel Attal, premier ministre si jeune, issu de la gauche. Là aussi, on a beaucoup de choses à dire. Et le troisième sujet, on passe à l'étranger et on parle de Trump et du fait qu'il risque d'être élu. Les choses se précisent et on va voir quelles sont les conséquences pour l'Europe et quelles pourraient être les mesures prises par l'Europe pour défendre sa cause, nous défendre. Allez. On se retrouve dans quelques secondes pour le premier sujet. Premier sujet, la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Alors, les chiffres, c'est 2h15 d'intervention, 26 minutes, j'ai chronométré, d'introduction préliminaire, et puis ensuite, de nombreuses questions posées par des journalistes. Je voulais qu'on parle de cette conférence de presse parce qu'elle me semble dire beaucoup de choses sur le programme, sur l'homme. À qui est-ce que je passe la parole en premier? Oui, si vous voulez. Si vous voulez, ça me permettra de dire la conférence de presse de Macron, vaste programme. Ouais. Vous savez, je vais rester... Qui citez-vous donc? Voilà. Écoutez, c'est une longue dissertation d'un esprit intelligent qui s'exprime avec aisance, mais qui a la pensée creuse. Et il n'y avait rien, mais rien de rien. On ne peut pas dire aujourd'hui que telle ou telle mesure d'importance, capable d'influencer la politique de la France, nous a été annoncée hier. Il nous dit « Ah, on va apprendre la Marseillaise dès le primaire ». C'est une mesure qui a été prise et promulguée par Jean-Michel Blanquer, sous Macron. Et il ne le savait même pas. Tout est à peu près à l'avenant. Donc c'est très décevant. On attendait un président qui s'attache aux régaliens, qui nous parle de la dette, qui nous parle de l'immigration, qui nous parle des dangers de l'islam. Il ne faut quand même pas oublier tout ce qui se passe aujourd'hui dans tous les départements et même dans toutes les communes de France, ou à peu près. Et là-dessus, il n'y avait rien. Donc c'est un coup pour rien. Vous êtes déçu? Je suis déçu, mais j'en attendais pas grand-chose. Donc finalement, je ne suis pas si déçu que ça. Hilaire de Crémier. Je partage le même point de vue, sauf que je pense qu'il y a quelque chose de presque institutionnel dans cette affaire. Oui. Le lendemain, tout le monde parlait de droitisation du président. À mon avis, il n'y a pas eu du tout de droitisation. Il y a tout simplement ce qu'on appelle en République l'opportunisme. Et c'est l'opportunisme de la 3e République, de la 4e, et la 5e finit dans le même genre. C'est-à-dire, on est censé sortir de l'alternative ou de l'alternance droite-gauche, et en réalité, on fait une espèce de mixage, et on prétend de cette façon-là entraîner toute la France derrière soi. Mais Hilaire, vous pensez que c'est l'aboutissement du « en même temps » ?
C'est ça que vous êtes en train de dire? C'est absolument l'aboutissement du en même temps. Il a pris d'ailleurs le soin hier, je l'ai écouté très attentivement, il a pris le soin de répéter à plusieurs reprises ce slogan qui est le sien et dont il veut montrer la prévalence. Il est plus intelligent que les autres parce qu'il réussit ce que les autres n'ont pas réussi. Et ce qui avait de caractéristique hier dans les propos qu'il a tenus, c'était que si ça se passait mal, c'était dû à ce qui s'était passé avant, et que pour le moment, si ça ne se passait pas bien ou très bien, c'était parce que les mesures qu'il avait prises depuis l'origine n'avaient pas encore donné leurs résultats. C'était ça sa démonstration au cours de toute son intervention. Mais est-ce que ça, c'est pas l'ancienne d'à peu près tous les dirigeants? Mais voilà, c'est ce que je vous dis, c'est de l'opportunisme. En réalité, il retombe lui aussi en prétendant sortir des institutions. Il retombe dans le long fleuve de l'opportunisme républicain, Okay. donc, dont à chaque fois on essaye de sortir. Et c'est vrai que le problème de la France, c'est qu'elle est en crise permanente, parce qu'à chaque fois qu'on fait un effort pour sortir de cet opportunisme et qu'on essaye d'avoir une vraie vision pour la France, à chaque fois, on retombe dans le même... Je vais vous faire faire un exercice. Je vais vous faire faire un exercice, mais on va faire le tour. Puis après, je vais vous mettre dans les chaussures de Macron. Pensez-y, parce que je vais vous demander 3 choses qui vous ont manqué. Hein? Alors, je vais vous dire franchement, si je n'avais pas su que je viendrais participer à votre émission, je ne l'aurais pas regardé, la conférence de presse, parce que je savais que ça allait être une grosse déception. Donc je n'ai pas été déçu, puisque je ne m'attendais à rien. On a été servi. Ce n'était pas du niveau du chef de l'État. Quand il annonce le congé naissance, est-ce que c'est à lui d'annoncer ça? Je ne crois pas. On l'attendait sur le référendum, la question a été posée. Je ne sais pas si vous avez compris la réponse sur le référendum. Moi, je n'ai pas compris. Moi, j'interprète ça en pensant à la chanson de Danny Cordy. Je voudrais bien, mais je peux point. Sur le référendum, qui est un sujet capital. Donc, franchement, c'est un exercice. Je ne pense pas que les Français soient convaincus par cet exercice. Beaucoup trop long, beaucoup trop verbeux. Néanmoins, la forme est assez impressionnante, non, quand même. On voit un homme qui est très en maîtrise des sujets, qui connaît les détails. Il a des conseillers. Oui, il a des conseillers qui ont bien préparé ses fiches. Il est doué à l'oral, ça, personne ne va le nier. Oui. Il est très bon à l'oral même. Il a tenu 2h30 ou 2h20, je ne sais pas. Il faut le faire, c'est une performance. Mais sur le fond, c'est quand même désespérant. D'accord. Thomas. Oui, je suis d'accord avec les 3 autres intervenants déjà sur le fond et sur la forme en particulier. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de revoir assez récemment en intégralité une conférence de presse dans la même salle exactement du général de Gaulle, sur les archives de l'INA. Excellent. C'était d'ailleurs la célèbre conférence où notamment il parlait, c'était suite à l'affaire israélienne cet automne, que ça avait été en particulier remis en avant. Il parlait d'Israël comme un peuple fier et dominateur, etc. C'était celle-ci. Mais j'ai vu l'intégrale où il parlait de plein d'autres sujets. Il parlait du Québec, il parlait des relations internationales, de la guerre froide à l'époque, etc. La conférence durait moins d'1 heure. Et c'était autrement roboratif. Oui. Là, on a eu 2h30, je crois, à peu près. Oui, 2h15. 2h15, donc 2 fois et demi plus long quasiment, avec effectivement un moulin à parole creux, marketé, si je puis dire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un bon parleur, c'est un beau parleur. D'ailleurs, on se souvient de ses propos quand Macron avait émergé. Il y avait ce banquier d'affaires, je ne sais plus de quelle banque il était, qui avait parlé de lui, c'était beaucoup passé médiatiquement, qui disait... tout le bien qu'il en pensait, qu'il disait c'est quelqu'un qui sait raconter des histoires, puis il se reprenait une histoire. Eh bien, c'est un raconteur, effectivement, c'est quelqu'un qui est un embobineur depuis longtemps, un communicant, mais il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de substance. Et c'est ça qui fait la grande différence, particulièrement quand on repense. Parce que c'était la même salle. Moi, j'ai été frappé par le fait que c'était la même salle que celle du général de Gaulle. C'était en couleur, c'était plus en noir et blanc, mais on retrouvait le même décorum. La même estrade, un petit peu au centre, Macron tout seul au milieu, les journalistes autour en face. Et le gouvernement présent. Et le gouvernement présent, absolument, qui était aussi grande tradition gaulienne, effectivement. On voyait Malraux qui se tenait de travers, etc. Et sauf qu'avec De Gaulle, à chaque fois qu'on lui posait une question, il faisait un petit topo synthétique de la situation sur laquelle on l'interrogeait. Et ensuite, il faisait ensuite, il donnait quelques mesures que le gouvernement avait prises, évidemment, pour expliquer.
et il resituait systématiquement ça dans le temps long, dans l'histoire longue, dans une dimension à la fois géographique, géopolitique mondiale, souvent, quand il parlait en tout cas de l'international, mais aussi sur le temps long historique. Il parle du Québec, il retrace l'histoire du Québec. Il vous parle d'Israël, il retrace l'histoire d'Israël, voire même l'histoire du peuple juif, etc. Et on voit qu'on a une profondeur historique, quelqu'un qui a conscience que les événements du temps présent vont s'inscrire dans le futur et, bien entendu, sont entièrement conditionnés et nécessitent de connaître et de comprendre le passé. On n'a absolument pas ça, effectivement, avec Macron. On a un étalage de mesures qui relèveraient d'ailleurs pour beaucoup plutôt du Premier ministre, effectivement, ou voire du ministre, comme le disaient les autres intervenants tout à l'heure. Annoncer l'uniforme à l'école, par exemple, je crois qu'Attal l'avait d'ailleurs déjà dit il y a quelques mois, c'était plus du niveau du ministre de l'Éducation nationale. Donc, vide, creux, exercice de communicant. OK. Gérard Bardy, est-ce que ça ne parle pas? J'aime beaucoup cette comparaison avec le général de Gaulle, ça tombe bien, hein, vous êtes là. Mais est-ce que ça ne parle pas aussi de l'effacement de la France au niveau international ou tout simplement d'une nouvelle génération? Parce qu'entre le général de Gaulle et Macron, il y a au moins 2 générations. Autrement dit, d'hommes très différents ayant été élevés, l'un naît au XIXe siècle. Pas oublier le général de Gaulle. Donc avec ce passé-là, et Macron, il n'est pas né au XXIe, mais c'est pas loin. Vous avez raison, mais moi je vois une différence essentielle. C'est que l'un a le sens de la France, a le sens de l'histoire. De Gaulle, quand il parlait de la France, c'était la France dans l'Europe, c'était la France dans le monde, c'était les relations avec le reste du monde. C'était l'image que nous devions donner de nous, c'était le sens de l'effort pour construire, surtout dans l'après-guerre, un pays fort, un pays fidèle à son passé, alors que là, on a un boutiquier qui nous dit « Regardez tout ce que j'ai fait de beau et tout ce que je suis en train de préparer de beau ». Mais ce n'est pas son rôle. Il n'est pas dans son rôle. Ça manque de dignité, ça manque de force, donc ça manque de crédibilité. On n'a pas envie de s'engager derrière quelqu'un qui vous dit « Ah ben on va faire chanter la Marseillaise aux gosses », surtout quand ça a déjà été annoncé 4 ans plus tôt, entre parenthèses. C'est pas crédible tout ça. On a besoin d'un guide, on a besoin d'un homme en qui on a confiance et qui montre le cap. Et Macron, c'est l'homme des zigzags. C'est l'homme qui, finalement, nous raconte des histoires. Effectivement, c'est un conteur, pas un fabuleux conteur, parce qu'il n'a jamais de référence. Il ne parle que de lui et de ce qu'il fait. Jamais il ne resitue son action dans un cadre plus général. Donc, ça manque quand même de crédibilité. Non, moi, je vois quelqu'un qui nous amuse pour laisser passer les années au détriment de la France, de son avenir et de l'avenir de son peuple. C'est ça qui est gravissime. Ce que vous dites... Dans la mondialisation, c'est Est-ce que ça, c'est pas une des choses qui a changé? En fait, avant, la France se tenait toute seule debout parce qu'elle avait un leader qui avait été celui qui l'avait sauvée pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut le dire comme ça, je suis sûr que d'autres pourraient le dire très différemment. Et maintenant, on est un pays au milieu d'autres, dans des échanges qui se sont multipliés, et finalement avec une relative position du pays. Alain, vous en pensez quoi? Je pense qu'il estime que la France est trop petite pour lui et qu'il se verra bien après 2027, oui, soit dans une institution européenne, voire dans une organisation mondiale. Et il aura, selon lui, fait le job. Puisqu'il parle comme ça, il aura fait le job en France, la Start-up Nation, comme il dit. Oui. Voilà. Et puis, lui, il est très content de ce qu'il a fait. Il le vante régulièrement, comme lors de la conférence de presse. Et puis maintenant, il va faire autre chose. La France, ce n'est qu'une étape. Vous pensez, c'est assez intéressant, parce que moi aussi, c'est drôle, je pense ça. Du coup, ça me fait dire que je ne suis pas très original, ni vous non plus. Mais c'est que finalement, Macron est déjà en train de penser à l'après, pour lui-même, et il se voit à la Banque mondiale, à l'ONU, à la direction de l'Europe. Peut-être. Il s'est expliqué sur le sujet. Allez-y, au forum de Davos. En 2018, il s'est expliqué.
Ça m'a échappé, allez-y. C'est très important. Il y a 3 parties dans son intervention, qu'il a faite en grande partie d'ailleurs en anglais, alors que tous les autres chefs d'État s'exprimaient dans leur langue. Il était le seul à avoir renoncé au français, sauf dans la dernière partie. Et donc, il a fait un exposé en 3 parties. La première partie, c'était pour dire « Je suis le vainqueur de l'hydre ». C'était à peu près ça. C'est moi qui ai vaincu ce qui pourrait rester de nationalisme, et particulièrement en France. Regardez comme je suis grand et comme je suis beau, comme je suis fort. Ça, c'est la première partie. C'était la première partie. La deuxième partie, je prends 5 ans pour régler ce problème définitivement en France. Il a employé ces mots, définitivement en France. Ensuite, je me placerai sur le plan européen pour régler le problème sur le plan européen. Et il s'est donné également 5 ans. Et ensuite, il s'est projeté dans le monde alors là, il a fait la leçon à tous les hommes d'État et puis les grands hommes, les grands dirigeants du monde. Et en citant Kant, qui est son philosophe de référence, comme par hasard, un philosophe allemand, et il a expliqué que maintenant, il fallait comprendre que ce qu'il faisait, c'était tellement intelligent. C'est extraordinaire cette façon dont il a terminé. C'est tellement intelligent qu'il faut que vous compreniez qu'il faut que vous, de votre côté, vous acceptiez un certain nombre de restrictions dans vos ambitions pour pouvoir arriver à cet équilibre mondial que moi, je peux réaliser. Parce que c'était entièrement personnel. Et j'ajouterais quelque chose sur ce qui a été dit précédemment, c'est qu'il est narcissique. Et hier soir, pratiquement, c'était tout le temps moi, j'ai fait, il ne faut pas m'imputer ce qui appartient aux autres, parce que ce qui m'appartient à moi, ce n'est que bien. Merci. Ce que vous avez dit, là, vous tous, me fait penser à une citation. Alors, je vais certainement mal la reproduire, mais il y a homme politique et homme d'État. Je me demande si ce n'est pas Gasperi qui a dit ça. Il y a un homme politique qui se préoccupe du court terme, et l'homme d'État, lui, il voit très loin. Et il se préoccupe on va dire, je crois que Gasperi l'avait dit comme ça, l'homme politique se préoccupe des élections, l'homme d'État se préoccupe de la génération qui vient. C'est très juste comme formule. Et c'est assez juste, il me semble. C'est très juste. Le temps court et le temps long, c'est ça. Et il me semble que si je synthétise un petit peu, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous reprochez à Macron. C'est d'être tombé dans la politique. Bien sûr, quand le général de Gaulle réaffirmait la place de la France, c'était dans un contexte international qui était autrement plus compliqué que ce que nous connaissons aujourd'hui. On était avec les blocs. On était avec de la diplomatie qui se faisait finement, qui se faisait en se montrant digne d'être l'interlocuteur des autres, en ayant une épaisseur historique. Ce qui manque à Macron, c'est pas une histoire de génération, c'est une histoire de culture historique. L'histoire ne l'intéresse pas. Alors, il ne faut pas s'accrocher à l'histoire au point de ne plus voir le futur. On est bien d'accord. C'est bien le futur qui nous intéresse. C'est un peu ce qu'on reprochait au général de Gaulle, quand même, d'être situé très loin dans le passé. Pardon, je ne veux pas vous lancer là-dessus, mais... Non, ça pourrait nous conduire à ne pas être d'accord, et c'est pas ce que je recherche. Mais c'est vrai quand même que même s'il faisait référence aux racines, à l'histoire, le général de Gaulle a quand même préparé la France des 30 Glorieuses, et il l'a pas fait pour ceux d'hier, il l'a fait pour ceux qui étaient ses enfants et ses petits-enfants. C'est bien ces deux générations-là qui en ont profité. Donc non, il faut simplement avoir de la modestie, avoir de l'humilité, quand on est au pouvoir, et c'est ce qui manque au président actuel. Vous vous souvenez de l'exercice... Pardon, Thomas, un petit mot. Le général de Gaulle, lui, connaissait aussi son propre peuple, et pas seulement un certain milieu sociologique, alors que Macron, non seulement est enfermé dans une méconnaissance historique
profonde sur le temps long, mais également probablement dans un certain milieu sociologique et idéologique qu'il fréquente et qu'il ne connaît pas. On l'a vu au moment de l'épisode des Gilets jaunes, où je crois que toute une partie de l'élite que représente Macron, une certaine partie de l'élite française, était complètement déphasée, ne comprenait pas ces gens-là. C'était un autre monde. Donc le besoin d'enracinement fondamental de la majorité de la population française, mais de la majorité des peuples en général, qui ont besoin d'une identité profonde, d'un enracinement, qui ne sont pas dans une société liquide où on peut voyager d'aéroport en aéroport comme M. Attali, et d'une part, et d'autre part... Oui, mais c'est pas ce que... Excusez-moi Thomas, mais moi qui ai écouté, comme vous, l'interview, il n'empêche que le président a beaucoup parlé de ça, des racines, des fondamentaux de la France, des particularités de la France, de réancrer la France, de la réarmer. Mais il en a parlé... Peut-être comme s'il avait conscience de ce Il en a parlé, non, justement, il en a parlé comme un communicant, il en a parlé comme quelqu'un à qui des spécialistes en communication lui ont dit il faut parler de ça, et qu'il ne le comprend pas en réalité sur le fond, qu'il comprend juste que c'est un argument cosmétique pour faire passer, ou pour apaiser, si vous voulez, ce peuple qui s'était révolté en 2018, finalement, il faut bien leur donner quelques miettes. Mes communicants me disent qu'il faut faire ça, mais qu'il ne comprend absolument pas le fond profond de ça. Pour lui, il y a une incompréhension, mais il est mentalement dans un autre monde, dans un autre univers, dans un enfermement mental d'une certaine idéologie mondialiste, on va dire, pas ultralibérale, parce que c'est pas du tout ça. La France, avec le niveau d'imposition qu'on a, on n'est pas dans un système libéral, mais en tout cas, une idéologie d'une société mondialisée liquide qui lui paraît dont il lui paraît d'autant plus impossible de penser autrement que, justement, il est un président post-guerre froide et qu'il n'y a pas eu, à l'époque de Gaulle, il y avait au moins l'affrontement de deux systèmes. On pouvait, rien que dans cette dialectique de deux systèmes qui s'opposaient, trouver une forme de stimulation intellectuelle que lui n'a même pas connue, je pense, et n'a pas cherché à acquérir. Merci. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai lancé un défi. Je vous ai demandé de réfléchir à, si vous aviez été à la place de Macron, qu'est-ce que vous auriez, quel sujet, quels trois grands sujets, ça peut être deux, ça peut être un, mais voilà, est-ce que, Monsieur Bardy, dites-moi, qu'est-ce que vous auriez abordé, vous, qui vous a manqué hier dans la conférence de presse? J'aurais insisté sur le sens de l'effort, en disant la vérité. Nous ne pouvons pas nous endormir avec autant de dettes et avec autant de problèmes sans en appeler à la responsabilité du peuple. Deuxièmement, j'aurais obligatoirement annoncé un référendum. Parce qu'on vient de parler du général de Gaulle, il y a eu au total 10 référendums en France depuis la création sous de Gaulle du référendum. 5 sous de Gaulle et 5 depuis de Gaulle. Le dernier, il y aura 10 ans l'année prochaine, pour le bafouer. Donc, le président Macron a peur du peuple, comme ses prédécesseurs. Donc moi, j'aurais voulu un référendum. Et puis aussi, pour ce qui est de la famille, parce que la dénatalité, grand sujet d'ailleurs du général de Gaulle et de Michel Debré, c'est un sujet majeur pour demain. Abordé hier dans la conférence de presse. Si vite, pour dire qu'on allait transformer le congé maternité et le ramener à 6 mois. Je ne pense pas qu'on fasse des enfants pour avoir 6 mois de congé indemnisé. Je pense qu'on fait des enfants dans un autre esprit, dans une autre forme de responsabilité. Donc, parler de la famille, de sa responsabilité actuelle, dans la mauvaise éducation des enfants, parce que c'est bien gentil de critiquer l'école, et il y a des raisons de la critiquer, mais enfin, il y a aussi les familles qu'il faut pas... donc, voilà, les trois points que j'aurais... L'école, c'est absolument essentiel. Il faudrait reprendre le contrôle de l'école et le contrôle de la transmission des savoirs. Alors, on dit que M. Attal avait plein de bonnes idées. Très bien, il a plein de bonnes idées. Sauf qu'il est resté quelques mois. Il est resté que quelques mois. Donc, pour vous, ça manquait. Oui. Ou en tout cas, ça n'était pas forcément mais il faut vraiment assez faire tracé. Un travail en profondeur. Ça passe pas uniquement par la revalorisation des salaires des enseignants. Je pense qu'il y a le goût de l'effort, effectivement, mais il faut que l'éducation nationale serve à quelque chose, à instruire nos enfants. Mais un des sujets qui a été abordé, c'était le contrôle des écrans.
pour dire qu'il y avait une commission spécialisée qui allait rendre une sorte de verdict. Est-ce que ça ne vous a pas semblé pertinent comme Ça peut être pertinent parce qu'on sait très bien que les enfants qui sont confrontés trop jeunes aux écrans, ça peut avoir des effets destructeurs et des effets très nocifs. En revanche, il y a une petite phrase qu'il a employée sur le contrôle des contenus, de certains contenus. Ça peut être très dangereux. Parce que s'il envisage dans le contrôle de certains contenus le fait d'interdire certains sites ou certains propos... Je pense qu'il pensait surtout à la pornographie, qui est accessible très facilement. Hein. Il suffit de dire qu'on a plus de 18 ans. Donc bien sûr, mais ça, c'est d'abord le rôle des parents. Si l'État peut aider, bien sûr qu'il faut le faire. Personne ne va... Bien sûr, il faut protéger nos enfants. École et immigration, bien sûr, immigration. Enfin, ça me semble... Mais qu'est-ce qu'il aurait pu ou dû dire à ce sujet? On a fait une petite loi là, sur l'immigration, une petite, hein, parce que elle est loin de tout régler. Moi, je me rappelle, avant la présidentielle, la dernière présidentielle, il y avait une primaire à droite. Il y avait un candidat, Michel Barnier, qui n'était pas, à mon avis, c'était pas un ultra-droite, Michel Barnier. Hein. Il avait proposé une mesure simple, c'est de faire un moratoire sur l'immigration pendant 5 ans. Et il avait dit, on fait un moratoire, c'est-à-dire qu'on bloque tout et on regarde ce qui se passe sur l'emploi, sur l'économie, etc. Cette proposition, il l'a retirée au bout de quelques semaines parce qu'il a subi des pressions. Mais c'est quelque chose comme ça qu'il faudrait faire parce que la petite loi qui a été adoptée il y a 1 mois, elle s'attaque un petit peu à l'immigration clandestine, mais elle ne s'attaque pas au flux. Je vous presse, hein? Oui, okay. oui. 2 sujets. Merci. Hilaire de Crémier. Vous êtes à la place du président de la République, vous trouvez son intervention brillante et creuse, ou même pas brillante, non, moi je la trouve pas brillante. Ok, donc vous êtes président de la République. Vous avez 3 sujets qu'il faut aborder dans un laps de temps beaucoup plus court. L'heure du général de Gaulle. Je pense qu'il faut commencer d'une manière spirituelle, c'est-à-dire de poser la question de ce qu'est la France, de ce qu'est son histoire, son passé, son avenir, et que c'est l'objet premier du chef de l'État de la France. Il n'est pas Macron qui se sert d'un tremplin pour parvenir à une mission encore plus élevée, comme il se l'imagine. Il est chargé des intérêts de la France et des Français. Et la France, c'est une histoire, et c'est une histoire fondamentalement spirituelle. Vous le trouvez trop sur le terrain, trop dans le détail. Vous voulez un président qui s'élève et qui parle de la France. La permanence de la France. La permanence de la France, exactement. Et la souveraineté. Ça, c'est la première chose. Et la souveraineté de la France. C'est presque votre intervention préliminaire. Voilà, exactement. Et ensuite la souveraineté. La souveraineté. Reconstruire la souveraineté de la France, puisqu'elle est pratiquement perdue. Aussi bien sur le plan extérieur que sur le plan intérieur. Tout le monde sait que c'est maintenant Ursula von der Leyen qui prend les décisions. Et les directives sont européennes, ce ne sont plus des lois françaises. Et là, ça implique de sortir des traités, ça implique... On a parlé là tout à l'heure de la fameuse loi immigration. Tout le monde sait qu'elle va être rabotée par le Conseil constitutionnel. C'est une autre question, et d'ailleurs, oui, mais le chef de l'État ne l'attend que ça, en plus de ça. Il fait une loi pour qu'elle soit rabotée. C'est complètement aberrant. Et c'est ça aussi sur le plan intérieur, la souveraineté intérieure. Qu'est-ce que peut faire le ministre de l'Éducation nationale, Ruth Grenelle? Ça fait des années et des années. On se souvient de Robien, même de Bayrou, qui ont essayé de sauver quelque chose, mais ils ne peuvent rien. Qu'est-ce que l'on peut contre Bercy? Qu'est-ce que l'on peut contre l'ensemble de l'administration qui est tenue autrement que par le ressort de l'État? C'est terrible. Il faut retrouver un État français. D'accord. Thomas. Alors, la France, c'est une histoire, mais c'est aussi un peuple. Donc, effectivement, resituer cette dimension. Et aujourd'hui, ce qui menace le plus le peuple, c'est évidemment le sujet numéro 1 d'actualité et vital pour notre peuple. C'est évidemment celui que moi, j'aurais placé au centre. C'est le grand remplacement. Et donc, derrière la politique d'immigration... arrêter cette politique d'immigration extra-européenne, massive, folle, qui nous détruit culturellement, économiquement, démographiquement, enfin provoquant une déstructuration de notre tissu social, l'arrêter, plus qu'un moratoire, l'arrêter pour au moins 5 ans, oui, peut-être même davantage, et ensuite régler le problème que pose toute celle qui a déjà eu lieu jusqu'à aujourd'hui et qui n'est pas assimilée, et pour une partie pas assimilable, c'est-à-dire traiter tous ces sujets. Ça aurait été un premier grand sujet. Vous êtes le président de la République. Oui. Le président de la République, c'est aussi, même s'il est élu par une fraction de la population, il est censé représenter tous les Français. Est-ce qu'il n'est pas aussi un vecteur d'unité ?
Et est-ce qu'en disant ça, vous n'êtes pas un vecteur de dissension? Pas du tout, puisque justement, l'unité, oui, mais l'unité des Français, encore faut-il que ce soit des Français non seulement juridiquement, mais aussi dans la culture, dans l'identité profonde. On a bien vu avec les émeutes l'été dernier qu'il y a des centaines de milliers, probablement au bas mot, et probablement derrière des millions, en comptant tous ceux qui n'étaient pas pour tout un tas de raisons dans la rue, mais qui n'en pensaient pas moins, de personnes qui ne se retrouvent absolument pas de notre identité. C'est ça le drame aujourd'hui. C'est ça le drame qui se poursuit avec le grand remplacement. Parce que Macron a parlé d'histoire, a parlé d'apprentissage de la culture française. Est-ce que vous ne pensez pas que, d'une certaine manière, il y a des tentatives, au moins, pour aller dans ce sens-là? Une réappropriation? Absolument pas. L'assimilation a été abandonnée depuis longtemps, et même si elle n'avait pas été abandonnée, elle ne peut pas de toute façon fonctionner. L'assimilation, ça fonctionne avec des individus, ça ne fonctionne pas avec des masses considérables, qui plus est des masses qui ont une culture, une identité extrêmement forte. Aujourd'hui, l'un des fédérateurs, c'est l'islam, et le développement, par conséquent, d'un islam de plus en plus radical et revendicatif face à des valeurs creuses, liquides, qu'incarne M. Macron, si tant est que valeur il y ait. Ok, merci beaucoup. Vous voyez, ce premier sujet sur la conférence de presse nous a amené à faire 30 minutes. Hein. Les règles de cette émission, c'est 3 sujets de 20 minutes. Clairement, ça va bouger, mais on se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet, qui est le gouvernement Attal. À tout de suite. Rebonjour, deuxième sujet, le gouvernement Attal. Donc, nouveau Premier ministre, volonté de relancer le quinquennat, un jeune Premier ministre, des super-ministres. Donc, c'est de tout ça dont on va parler. Et je cède la parole en premier à Hilaire de Crémier. Hilaire. Oui, Attal, nous en parlions tout à l'heure. Le discours de politique générale d'Attal a été prononcé hier soir pendant 2h30. Et Attal, je ne sais plus très bien ce qu'il va devoir dire la semaine prochaine. Il est très empêché, il est très gêné, et il n'a été choisi que dans cette intention-là. C'est-à-dire qu'on arrive à l'aboutissement de ce qui était prévu du quinquennat, c'est-à-dire le Premier ministre est une personnalité, sauf à marquer des différences comme a essayé de faire Édouard Philippe, il devient falot. Vous regrettez Édouard Philippe? Non, je ne regrette pas Édouard Philippe. Okay. Je ne regrette pas Édouard Philippe, mais simplement je pense qu'on arrive à l'ultime degré des conséquences de l'effacement du Premier ministre. De l'effacement du Premier ministre, et qui, en principe, dans la Constitution, est quand même chargé de la conduite du gouvernement. Or là, pratiquement, hier soir, jusque dans les détails, jusqu'aux uniformes, jusque dans les écoles, tout a été complètement cadré par le président de la République. Ça veut dire que, pratiquement, il n'a plus aucune marge de manœuvre, et il en aura d'autant moins, à mon avis, que comme il est très jeune, que tout le monde devine qu'il a une ambition absolument forcenée, qu'il n'a fait sa carrière que dans cet esprit-là, il va avoir des requins autour de lui qui ne vont penser qu'à prendre sa place et qu'à lui causer lui tailler des croupières. Excusez-moi, mais vous dites rien de nouveau là en disant ça. Quand on fait de la politique, on a des rivaux. Les rivaux, ils sont là pour prendre votre place. Les rivaux vont être à l'intérieur de son gouvernement. Oui. Et on ne dit pas qu'il vaut mieux avoir ses ennemis le plus proche possible? Oui. Hein? Toute la question est de savoir, en réalité, ce que Macron a prévu pour Attal. Si Attal est prévu comme étant son successeur pour la France, pendant que lui rebondira sur un plan plus international. Et là, en fait, je pense que Attal, il est exactement comme un étalon est en train de jauger le président de la République pour voir ce qu'il va être capable de faire. Et c'est pour ça qu'il le cadre dès le début. Il le cadre dès le début. Et il lui met en face des personnalités qui, elles aussi, vont s'exprimer. Et avec leurs intentions à elles, et qui ne sont pas forcément des intentions tout à fait pures. Alain Baron, vous aussi, vous pensez qu'Attal est le super collaborateur, comme Sarkozy avait appelé Fillon ? Le président Macron a voulu faire un coup, le coup de la jeunesse. Ouais. Alors voilà, nous avons Gabriel Attal.
c'est pas sûr qu'il réussisse. L'air de Crémier disait qu'est-ce qui va se passer s'il ne réussit pas. Effectivement, c'est possible. Il y a dans son gouvernement des gens qui vont lui savonner la planche. Bruno Le Maire, oui, qui est le ministre des Finances, de l'économie, le plus puissant de l'histoire de la Ve. Voilà. Il y a M. Darmanin aussi qui a des ambitions. Rachida Dati, on la connaît. C'est une guerrière. Oui, mais on sait aussi qu'elle n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour ça, mais bon, on va voir. Non, ça ne va pas être très simple pour M. Attal. Alors, j'ai souri quand j'ai vu la presse disant c'est affreux, le gouvernement est droitisé. Droitisé. Alors, c'est formidable, ça, le gouvernement est droitisé. Pourquoi ? Parce qu'il y a Rachida Dati qui vient et puis Mme Vautrin. Pas seulement. La plupart des ministres ont été collaborateurs de Nicolas Sarkozy. Ils ont été ministres sous Chirac ou collaborateurs de Nicolas Sarkozy. Ça en dit quand même beaucoup pour un gouvernement qui, à l'origine, était plutôt censé être de centre-gauche. Oui, enfin, Bruno Le Maire, ça fait quand même un certain temps qu'il a viré sa cutie. Darmanin aussi. Qui y a d'autres Madame Aurore Berger, elle a fait une lente évolution vers le centre. Bon, ben voilà, un gouvernement droitisé, moi, je n'y crois pas. Et puis, écoutez, je ne sais pas quoi penser. La seule chose en forme de boutade que j'apprécie, c'est que maintenant on peut redire à nouveau Monsieur le Premier ministre, parce que Premier ministre, moi ça m'écorchait, ça m'écorchait les oreilles. Oh mais vous êtes un vieux phallocrate, c'est pour ça. C'est ça, ça doit être ça. Ça doit être ça. Non, à la différence du ministre des Affaires de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui. Il parle européen. Stéphane Séjourné. Oui, il parle européen. Qui a beaucoup dérapé d'un point de vue du langage. Une faute de français par phrase émise. Ça paraît beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. Thomas White. Une des choses qui est dite sur la nomination de Gabriel Attal, c'est que c'est une arme pour gagner les européennes. Ah, peut-être. Et que c'est pour ça que ça a lieu. Parce que, logiquement, la logique, c'est autre chose. La logique de la Ve République voudrait qu'on laisse passer les élections européennes, on regarde ce qui a eu lieu et on en tire des conclusions politiques. Mais là, le président de la République préempte ce résultat, ou veut s'en prémunir, puisqu'il est plutôt annoncé comme étant une victoire annoncée pour le Rassemblement national. Voilà, et donc, on dit qu'Attal, c'est une arme anti-Bardella. Vous en pensez quoi ? La prétendue droitisation est effectivement grotesque. Ça fait grosso modo une quarantaine d'années que la France est dirigée par, finalement, de mon point de vue, un seul et unique parti, qui était soit le centre-gauche incarné par le Parti socialiste, soit le centre-droit incarné par le RPR, UMP, LR. Et quand Macron est arrivé, il s'est contenté de rassembler fondamentalement les deux en un seul parti. D'ailleurs, à une époque, le Front National, ancêtre du RN, dénonçait ce qu'il appelait le système UMPS pour désigner ce parti unique. Et c'est exactement ce que Macron a démontré que c'était vrai en les rassemblant. Donc quand on parle d'ouverture à droite, c'est ouverture au centre-droit, ce qui n'est pas très différent du centre-gauche. C'est vraiment des variations minimes au sein d'un même marigot idéologique, celui de l'enfermement idéologique. Et pourtant, ça fait des celui de l'enfermement idéologique. Dans la majorité actuelle. Hein. Voilà, dans lequel j'étais. Alors, voilà. C'est cet enfermement idéologique dans lequel ils sont tous. Alors, de facto, aujourd'hui, il y a deux autres blocs idéologiques face à ce gros centre ou extrême centre, parce qu'il est très radical à bien des égards. C'est le bloc, évidemment, d'extrême gauche, Mélenchon, etc., la NUPES. Et puis, c'est le bloc incarné par le Rassemblement national et aussi le parti d'Éric Zemmour, Reconquête. Et ça, ce sont des vrais blocs, surtout le bloc Rassemblement Patriote, on va dire, qui représente une vraie alternative idéologique, une vraie différence. Est-ce que cette micro-ouverture au centre droit ou à des fausses personnalités de droite comme Rachida Dati, qui vient du parti LR, qui, je le répète, est le parti au pouvoir depuis 30 ou 40 ans, qui a systématiquement fait des promesses mirifiques à ses électeurs, dont certains les ont crues, comme à l'époque de Sarkozy, pour ensuite les trahir systématiquement. Dites pas ça aux dirigeants de LR, parce qu'ils ne sont pas du tout contents du passage de Dati dans LR, ce parti, fait depuis 30 ou 40 ans, a gouverné la France la moitié du temps avant l'arrivée de Macron. A gouverné la France la moitié du temps et a fait à chaque fois de nombreuses promesses sur le sujet de l'immigration dont je parlais. Congrès de Villepinte en 1990, Chirac a fait tout le contraire après. Sarkozy, 2007, se fait élire sur l'identité. Il fait exactement le contraire, ouverture à gauche, et il ne fait absolument pas ce qu'il avait dit. Donc ce parti a systématiquement trahi, et je suis étonné qu'il y ait encore des gens pour y croire. D'ailleurs,
objectivement, le Rassemblement national, il a fait 4,5% aux dernières élections présidentielles. C'est un parti LR, pardon. C'est un parti moribond. Donc aujourd'hui, le vrai parti de droite, et non pas d'extrême droite, c'est le Rassemblement national, et c'est aussi le parti de reconquête d'Éric Zemmour, qu'il ne faut pas oublier parce qu'il a, il a un atout par rapport au Rassemblement national, c'est que le Rassemblement national a très bien touché les classes populaires depuis longtemps, mais moins les classes plus CSP+, alors que Éric Zemmour les a davantage touchés. Et donc cette ouverture à droite, c'est sans doute une tentative désespérée de Macron d'espérer ramener une petite partie des électeurs, les électeurs un peu gogo du LR, des électeurs un peu... que c'est une bonne arme pour grignoter l'avance du Rassemblement national? Je pense que ça grignotera au mieux quelques gogos qui continuaient à voter LR et encore, parce que LR aura sa propre liste. Oui, elle a été annoncée. Mais ça ne fera pas illusion. Donc non, je ne pense que, d'autant plus que Attal est à peu près aussi fade de mon point de vue que Macron. C'est un Macron avec 10 ans de moins, c'est le même scénario que Macron, on est jeune. On met en avant la jeunesse d'un brillant communicant, parce que lui aussi il est brillant communicant, avec en même temps le côté creux et fade d'un communicant qui n'est que un communicant et rien d'autre. Gérard Bardy, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est à même de vous séduire? J'essaye de vous trouver quelques arguments. Le gouvernement je reconnais là resserré. votre bonté. 15 ministres. Moi, ça vous parle pas? Vous dites pas? Je vais vous dire sincèrement, je plains Attal. Je le plains réellement. Parce que faire de la figuration dans un tel contexte, il n'est pas sot. Il sait très bien qu'il est une marionnette, qu'il n'a aucun pouvoir, que le pouvoir, il est à l'Élysée, qu'il est redevable de tout au président Macron. Ce qui est la vérité pour presque tous les premiers ministres. Pas toujours. Non, quand vous avez eu une profession, quand vous vous êtes affronté... Pompidou, qui avait été le secrétaire de Gaulle, il lui devait tout quand il a été nommé Premier ministre. Il avait fait lui aussi un passage en entreprise. Même Macron, qui n'a pas fait un passage très long en entreprise, il s'est quand même frotté aux réalités. Là, on a affaire à un pur produit du copinage, de la bande, j'irai pas plus loin pour ne pas tomber sous le coup de la loi. C'est un pur politique, vous avez raison. Quand même que, bon, tout ça est mignon, si j'ose dire, mais ça va pas très loin. Non, franchement, je le plains. Avec au-dessus un président omniprésent qui joue à la fois les premiers ministres, les ministres, qui se mêlent de tout et de rien, et qui est devenu l'assistant social de la France tout entière et de toutes les catégories, surtout si elles sont racisées ou en difficulté. On voit très bien quand même l'idéologie qui domine. Et puis au-dessous, Gabriel Attal va se retrouver avec toutes les peaux de banane dont on a parlé, avec des ministres qui ont, eux, un vrai passé politique, une expérience politique, une personnalité affirmée et qui ont des ambitions. Oui, on dit que c'est la fin des technos qui sont remplacés par des experts en politique. Vautrin, élu local, le ministre de l'économie, Darmanin... Et puis peut-être tous ceux qui vont venir ensuite en ministre complémentaire. N'oublions pas, comme cela a été dit tout à l'heure, le poids de l'administration partout dans ce pays. La technocratie, le gouvernement peut faire figure, bonne figure ou mauvaise figure, mais ceux qui dirigent quand même, c'est d'une part les administrations qui sont technocratisées, si j'ose dire. La Commission européenne, alors c'est un cas de figure, parce qu'on est là... vous savez, Général de Gaulle, je reviens à lui, vous allez dire que c'est obsessionnel, je le reconnais, disait « Nous sommes Européens de fait, mais je refuse l'Europe des technocrates et des banquiers. » Et d'ailleurs, il disait « Je refuse les technocrates, virgule, c'est inutile. » Et ces banquiers, c'est écrit. Parce qu'il voulait faire l'Europe des peuples et des nations. C'est à ça qu'il faut s'accrocher. Vous voyez le poids du Premier ministre actuel dans ce combat? Alors certains ont dit que c'est justement cette position de cheval léger où finalement un certain nombre de super-ministres rapportent directement au président, type le ministre de l'économie, le ministre des Affaires étrangères, puisque c'est un domaine réservé, le cornu aux armées, qui fait partie du domaine réservé, ça lui donne la liberté.
d'être, on va dire, le fou dans la partie d'échecs et éventuellement de se positionner comme un candidat crédible pour 2027. Cette théorie, vous en pensez quoi? Non, je ne refuse d'y adhérer. Oui. On est loin de devoir penser à 2027. Il y a du boulot, il y a du pain sur la planche. Rien n'est réglé. Rien n'est réglé. Ni le problème de la dette, ni le problème de l'immigration, ni le problème des frontières, ni le problème de la souveraineté, ni le problème de notre place dans le monde. J'y reviens. Regardez comment nous sommes chassés comme des malpropres de toute l'Afrique. C'est humiliant. Moi, je suis un Africain de cœur et je connais très très bien l'Afrique, où j'ai fait quelques 250 séjours, ce qui n'est quand même pas rien. Je vous assure que quand je retourne en Afrique maintenant, ça m'arrive de loin en loin, je suis sidéré de voir, nous sommes considérés... La perte de l'influence, hein, c'est ça. Mais c'est terrible, c'est terrible. Et dans un certain nombre de 6 ans, il a pu faire tant de mal que ça, ou 7 ans? Ne serait-ce que par sa manière de se présenter. Oui. Les chefs africains ne supportent pas. Il ne connaît pas l'Afrique. Mais il ne connaît rien à rien, en fait. Il suffit de l'écouter. Il parle pour les énarques qui sont devant lui, c'est tout, pour leur dire « Regardez, je suis le plus brillant d'entre vous ». Voilà, c'est ça. Gabriel Attal, qui était probablement du même acabit, Gérard Bardy est très, très humain et très généreux de souffrir pour lui, mais je pense que lui ne doit pas du tout souffrir. Je pense qu'il voit ça, quelqu'un qui aurait des vraies convictions et une vraie volonté d'appliquer un programme et de traiter tous les problèmes, à très juste titre, qu'a soulevé Gérard Bardy de la France, effectivement souffrirait d'être dans une place où il ne peut pas le faire. Mais je pense que quelqu'un qui n'a pas de conviction, qui est juste un carriériste, qui souhaite, comme les précédents, faire évoluer son petit bonhomme de chemin, il se dit occuper Matignon, c'est formidable. Ça lui donne une exposition, comme Chirac avait eu cette exposition dans les années 70, ça avait lancé sa carrière, alors qu'avant il était un petit secrétaire d'État inconnu. Je pense que Gabriel Attal se dit sans doute la même chose. Ouais. Et si je puis me permettre, sur cette séquence de lancement, sur cette séquence gouvernementale, il y a un autre aspect que j'ai trouvé quand même très, très intéressant, c'est l'affaire qu'on a vue avec la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, parce que j'ai trouvé ça très emblématique. Vous parlez de l'affaire Stanislas, exactement. Les enfants dans le privé. Je resitue, Oudéa Castéra a eu 3 enfants, je crois, 3 garçons, qu'elle a tout envoyé au collège Stanislas à Montparnasse, qui est un des collèges de l'élite française, 100% de réussite, 100% de mention. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que je parlais de ces gens qui sont enfermés dans leur monde, mais qui par contre soutiennent des positions ou un système, ou en tout cas ne veulent pas le réformer, qui de facto fait subir à tous les autres ce qu'ils ne veulent pas subir pour eux-mêmes. C'est le fameux « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Subissez même de manière obligatoire, parce que le gouvernement, et sous la présidence Macron, on a eu des attaques contre l'école libre, pour restreindre la possibilité de créer de nouvelles écoles, pour supprimer quasiment de facto la possibilité de faire l'école à la maison, donc pour imposer le plus possible aux Français d'être obligés de passer pour leurs enfants par l'école publique, sauf ceux qui ont les moyens de payer des privés très chers, ce qui limite énormément le nombre de gens, sauf nos élites. Et là, vraiment, on a cette séquence où les 3 derniers ministres de l'Éducation nationale, dont M. Gabriel Attal, désormais Premier ministre, sont tous les 3 extrêmement emblématiques de ça, puisque M. Pape Diaye, le précédent, enfin celui jusqu'à l'été dernier, avait mis ses enfants à l'école alsacienne, une école privée, élitiste. Gabriel Attal, le ministre suivant, est passé à l'école alsacienne, la même école privée élitiste. Et maintenant, la nouvelle ministre, qui a mis ses enfants elle-même dans le privé, dans un privé élitiste. Vraiment, on n'a pas de symbolique plus forte, non pas d'un cas isolé, mais de tout un système d'élite, je le disais tout à l'heure, perdus dans leur bulle entre eux, où ils ont l'impression qu'ils sont le monde, alors qu'ils sont en fait un microcosme internationaliste, mais un microcosme quand même, mais un microcosme qui tient probablement les leviers de pouvoir, et c'est un peu le problème. Merci beaucoup. On va clore cette partie. Vous vous rendez compte à quel point on y a consacré du temps, et on va se retrouver pour une 10-15 minutes à propos de Trump et du sort de l'Europe. Bonjour, 3e et dernier sujet. Trump vient de remporter les élections. Alors, le caucus de l'Iowa, tout petit État américain, État totalement rural, et avec un système de désignation du candidat républicain extrêmement particulier, puisque c'est en gros des réunions Tupperware autour des candidats. Mais peu importe. C'est une rampe de lancement pour lui. Il apparaît comme le candidat crédible pour battre Biden, vieux monsieur plombé par sa mauvaise santé. Or, Trump annonce un certain nombre de choses qui menacent l'Europe.
ne plus soutenir l'Ukraine dans la guerre contre la Russie, et deuxièmement, éventuellement, de sortir de l'OTAN. Donc la question, c'est est-ce que, pour l'Europe, c'est le début de la fin, ou est-ce que c'est une manière de s'unir, c'est une obligation de s'unir pour, en fait, constituer le troisième bloc. On parlait tout à l'heure de bloc du temps du général de Gaulle, mais il y a actuellement un bloc états-unien et les affiliés, il y a un bloc Chine avec un certain nombre de vassaux, et puis il y a l'Europe qui reste une énorme puissance économique, mais une puissance politique tout à fait naine. Allez, qui commence ? Alain. Le problème de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas d'Europe de la défense. S'il y avait une Europe de la défense, ça se saurait, mais les nations européennes se disputent sur les armements, sur les futurs avions. Il n'y a pas de standard commun. Donc c'est vrai que si Trump passe, comme il est très possible que ça soit le cas, il y aura un gros problème qui va se poser à l'Europe, notamment sur l'aspect défense. Moi, j'ai voyagé beaucoup en Europe centrale à l'époque où ces pays, Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie, allaient rentrer en Union européenne. Mais le plus important pour eux, ce n'était pas l'Union européenne, c'était l'OTAN. C'était l'OTAN qu'ils visaient. Et ils sont rentrés dans l'OTAN en même temps, souvent même avant l'Union européenne. Parce qu'ils avaient peur du géant de l'ogre russe. Ils avaient vécu du temps du communisme. Hein. Oui, oui. Mais alors maintenant, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas d'Europe de la défense. Si jamais on avait un front uni, on pourrait peut-être faire quelque chose, mais là, c'est pas possible. Oui, et pourtant, cette peur de l'ogre communiste qui est maintenant remplacé par Poutine, est-ce que c'est pas justement le ferment pour que tous ces pays de la bordure, ces anciens pays de l'Est, soient ceux qui soient au boulot pour dire unissons-nous oui, en théorie, oui, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, puisque regardez les différences entre la Pologne et la Hongrie, par exemple, sur l'analyse du conflit en Ukraine, c'est très différent. Enfin, il n'y a pas d'unité. D'accord. Gérard Bardy. Alors, je pense que Trump, pour moi, a de sérieuses chances de l'emporter, y compris face à Biden. C'est parfait, bien sûr, hein, je ne suis pas Madame Soleil, comme on disait jadis, mais il a des chances sérieuses de l'emporter. Et que se passera-t-il alors ? Très vite, parce que c'est quelqu'un qui fait de la réelle politique, c'est pas un premier prix de littérature grecque, c'est pas un esprit très fin, Trump, mais c'est un pragmatique. C'est quelqu'un qui a prouvé déjà dans sa vie personnelle qu'il savait construire, qu'il savait gagner de l'argent, ce qui est important pour les Américains. Hein, ils n'ont pas peur de l'argent comme nous, qui avons l'argent honteux. Et donc, il va très très vite être rattrapé par la réalité qui est la place des États-Unis face à la Chine. C'est ça le grand problème des États-Unis. C'est ce duel, cette rivalité qu'il y a avec la Chine et qui ne peut que s'amplifier, voire s'aggraver avec des dossiers comme Taïwan, par exemple. C'est ce qu'on appelle le basculement des États-Unis vers l'Asie. Et ce qui d'ailleurs est annoncé, puisque l'abandon de l'Europe soutenu par les États-Unis, c'est bien le sujet de la... Tout à fait. C'est pour cette raison que l'Europe doit se concevoir de l'Atlantique à l'Oural, comme aurait dit De Gaulle. Nous ne pouvons pas rester dans cette situation absurde face à Poutine. Poutine a la responsabilité de l'agression de l'Ukraine, c'est entendu. Il y a quand même des causes. Tout ça n'est pas venu par hasard. Il y a quand même eu des exactions contre les populations russophones du Donbass et d'autres, une implantation de l'OTAN au plus près des frontières russes qui explique cette réaction. Mais comment imaginez-vous une réconciliation avec la Russie ? Parce que je vous vois venir. Que je ne justifie pas. Hein. Oui. Je ne blanchis pas, je n'exente pas Poutine de sa responsabilité. Mais c'est un fait. Il y a, de toute façon, on ne fait toujours la paix qu'avec ses ennemis, me semble-t-il. Donc il va falloir que l'Europe de l'Ouest, l'Union européenne, trouve un terrain d'entente, de discussion. Ça ne sera pas directement des négociations de paix avec la Russie. Nous n'échapperons pas à cette exigence. Parce qu'au bout d'un moment... Ça, c'est pour la fin de la guerre ou c'est le sujet que j'ai amené sur la table, c'est-à-dire l'achèvement du basculement des États-Unis vers l'Asie, le fait que l'Europe se retrouve toute seule,
Qu'est-ce que vous essayez de nous dire là? J'essaie de vous dire que l'Europe ne peut pas rester aussi divisée. Il doit se réconcilier avec la Russie. Incontestablement. Pour la détacher de la Chine. Il faut l'ancrer à l'Europe. Alors, on ne va pas la faire rentrer dans l'Union européenne, il ne s'agit pas de cela, il ne faut pas caricaturer, mais sur le plan de la culture, sur le plan de la civilisation, tout nous conduit à nous rapprocher sous conditions, après des négociations ardues, ambitieuses. Bien sûr, c'est un vaste chantier, mais je crois qu'il faut l'entreprendre. Et aujourd'hui, personne en Europe n'est capable de le faire. Les Allemands refusent l'Europe de la défense parce qu'ils ne veulent pas être placés sous notre parapluie nucléaire. Donc, on n'y arrivera jamais. Okay. C'est pour ça qu'il faut ne pas créer un front à l'Est. C'est quand même la Russie qui a commencé. Hein. C'est ce que je vous ai dit et répété. Allez, Hilaire de Crémier et Thomas. Je suis complètement d'accord. C'est sans, merci. C'est sans issue. Non, mais c'est terrible parce que c'est sans issue. On peut avoir des velléités pour l'Europe. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'unir sans la Russie? Non, l'Europe est une superstructure. La Russie a choisi son camp. Elle est côté Chine. Basta, c'est fini. Oui, mais non. La Russie, elle restera la Russie éternelle. Il ne faut pas se tromper. Les peuples restent ce qu'ils sont. Okay. Et non, ce qu'il y a de grave, c'est que l'Europe n'existe pas. C'est une superstructure. C'est une superstructure effroyablement contraignante. Oui, mais c'est pas l'occasion. Ça vient d'être dit, la politique allemande est à l'opposé de la politique française. Il n'y a plus que Macron qui croit au couple franco-allemand. Tout le monde sait, depuis très longtemps, les journalistes l'ont écrit, qu'il n'y a pas de couple franco-allemand. Que les Allemands ne pensent qu'à une chose, c'est à détruire l'appareil industriel français. Sauf que je vais vous donner un scoop qui n'en est pas un, mais l'armée allemande, là, est en train de plancher sur une troisième guerre mondiale, déclenchée en 2029 par la Russie. Et comment on se défend de la Russie? Donc l'Allemagne est en train de prendre conscience de ça. Non. 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 Vous croyez que c'est du vent? Non, c'est du vent. Et d'ailleurs, Trump, à mon avis, dans son esprit, pour Trump, l'Europe n'existe pas. D'ailleurs, pour les Américains, d'une manière générale. Oui, mais ça, c'est leur problème. Non, mais il n'y a que Macron qui s'imagine... Non, mais ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il n'y a que Macron qui s'imagine que l'Europe est souveraine, qu'elle décide de tout, qu'elle est constituée, que les Allemands vont obéir à ses vues à lui. Mais tous les jours, Olaf Scholz répond le mot de Cambronne à Macron. Tout le monde le sait, tous les jours. L'Europe en impose aux Européens, aux citoyens européens, mais dans un autre sens, l'Europe n'impose rien du tout, ne s'impose pas au monde. Bien sûr, et c'est pour ça que c'est sans issue. Géant économique, nain politique. Oui, c'est sans issue. Thomas, ce sera le mot de la fin, où il vous reste une minute. Ce qui est ahurissant là-dedans, c'est qu'il faille que les États-Unis d'Amérique désignent un président qui ne convient pas aux élites européennes pour que celles-ci commencent à se poser la question de notre indépendance. Ça, c'est complètement ahurissant. Ça fait 50 ou 60 ans à peu près, 1945 à peu près, que les élites européennes ont accepté, plus que ça, se sont résignés, même ont adhéré à l'idée que l'Europe, qui est indépendante depuis des milliers d'années, qui se défend toute seule depuis des milliers d'années, qui vit comme peuple, comme civilisation à travers différents États depuis des milliers d'années, accepte d'être désormais vassalisée à une autre puissance, et qu'il faudrait que, simplement par le mécanisme de la démocratie d'un autre pays, de gens qui votent, pas nous, d'autres votent, on décide de nous assumer même. Est-ce qu'on ne doit pas On ne doit pas dire non, merci, on ne doit pas dire merci aux Américains. On doit dire, on ne doit pas dire merci à nos élites européennes de nous laisser vassaliser et d'avoir accepté cette vassalisation. C'est ça qui n'est pas normal. Alors bien sûr, ça pourrait être l'occasion, oui, mais Trump a déjà été au pouvoir pendant 4 ans. Ensuite, aussitôt qu'il est parti et qu'un démocrate qui convenait plus à nos dirigeants européens est revenu, nos dirigeants européens se sont empressés de recourir plus que jamais, en plus avec l'invasion russe, dans le giron américain. Alors que justement, c'est là où il aurait été plus que jamais indispensable face à ce conflit déclenché par la Russie, d'avoir une voix européenne qui aurait été capable de dire autre chose que la voix des Américains, et précisément ça aurait été la condition sine qua non pour pouvoir régler cette affaire ukrainienne d'une manière qui n'aurait pas fait autant de morts et qui aurait permis effectivement de maintenir une Europe indépendante et la Russie dans le concert des nations européennes parce qu'elle en fait partie depuis des siècles et qu'elle doit y être, c'est sa vocation, qu'on le veuille ou non, et malgré sa responsabilité actuelle. Transversale aux deux extrêmes. Ok, c'est juste... Commençons par le commencement et faisons la France.
Commençons par le commencement et faisons la France. Vaste et refaisons chantier. l'État français. Vaste tâche. Allez, messieurs, merci beaucoup de votre participation. Merci. Les deux nouveaux, on vous reverra. Hein. Si vous voulez revenir, on vous reverra. Quand vous voulez. Très bien, merci. Allez, on se retrouve dans 15 jours. À bientôt.